Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de l'Hebdo, des éditos qui s'ouvrent à vous ce dimanche 9 novembre 2025. Oui, votre rendez-vous du dimanche qui revient sur les grands faits politiques qui font l'actualité nationale, des analyses croisées, des points de vue assumés et un regard affûté sur la vie publique. Cette semaine encore, l'actualité politique béninoise nous offre de grands sujets de réflexion. D'un côté, la proposition de création d'un Sénat qui suscite déjà des débats passionnés entre partisans d'une réforme de maturité institutionnelle et ceux qui voient un risque de glissement politique. De l'autre, nous allons revenir sur la situation du parti Les Démocrates à un moment charnière de son parcours entre crise interne, repositionnement stratégique et recomposition annoncée de l'opposition. Mesdames et messieurs, deux sujets en deux dynamiques. Une même interrogation. Le Bénin avance-t-il vers une consolidation démocratique ou vers une recomposition politique incertaine? En tout cas, mesdames et messieurs, sur le plateau, nous allons en discuter avec nos invités déjà présents sur ce plateau, avec Moubarak Assumbolo. Il est le directeur de publication du quotidien Le Meilleur. Moubarak, bonjour. Bonjour Henri et bonjour téléspectateurs de RTL. Merci d'accepter cette invitation. C'est toujours un plaisir de répondre et présenter vos invitations. Merci beaucoup à vous. Alors, nous avons la présence de Modeste Dossou. Modeste Dossou, il est le directeur de B24 News. Il est déjà présent sur ce plateau avec nous aussi. Modeste, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs et bonjour, chers confrères. Merci pour votre disponibilité. C'est moi. Henri Yambolé, rédacteur en chef de Radio Tado, il est aussi là. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu, bonjour Modeste, bonjour Moubarak et bonjour à tous les téléspectateurs. On l'a dit, qui vont passer un excellent moment en notre compagnie quand même. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, notamment le vendredi 31 octobre 2025, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 par les députés de la 9e législature, l'idée de création, l'idée de doter le Bénin, j'allais dire, d'une seconde chambre parlementaire, anime les débats. Il s'agit bien sûr de la création, d'un Sénat. Alors, pour ses promoteurs, le Sénat serait le signe d'une maturité institutionnelle capable de renforcer la démocratie représentative et d'équilibrer le travail législatif. Mais pour le camp opposé, c'est une réforme au contour, au flou. Mesdames et messieurs, qui risque d'alourdir le fonctionnement de l'État, de servir des calculs politiques. Que comprendre justement de cette question? Nous allons en discuter ici avec nos invités qui sont déjà bien présents, je vous l'avais dit, mesdames et messieurs. Alors, entre nécessité républicaine et opportunisme politique, que faut-il réellement comprendre derrière cette proposition? C'est donc la première question que nous allons tenter d'adresser, à Modeste Dossou sur ce plateau aujourd'hui. Je pense que dans un premier temps, la question d'un Sénat au Bénin, bon, c'est utile quand on tient compte des explications apportées par les auteurs de la proposition de loi. Et on pense que oui, ça peut être utile, ça peut aider et dans la résolution des crises éventuelles, des crises politiques, crises sociales éventuelles au niveau de la classe béninoise, la classe politique, au niveau des leaders du Bénin, dans la gestion du pays. Effectivement, un Sénat, ça peut apporter quelque chose quand on reste dans la logique des auteurs de la proposition, et dans cette logique, effectivement, ça peut apporter quelque chose. Ça va aussi participer à ne pas, comme on le dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, ça va faire en sorte que nos personnes qui ont de l'expérience, nos leaders qui ont de l'expérience, qui ont déjà géré la chose politique, qui voient un peu plus loin, que ceux qui sont éventuellement là, peut-être, pourraient apporter leur pierre à l'édifice malgré leur âge et autres, continuer à porter la pierre à l'édifice. Et ça encore, je pense que ça pourrait vraiment participer d'un Bénin meilleur, d'un Bénin plus uni, plus pacifique. Et un Bénin aussi plus stratégique quand on voit aussi que au sein de ces personnalités qui seront appelées au Sénat, il y aura aussi des anciens chefs d'état-major. Cela suppose que le Sénat aussi va jouer un rôle stratégique en termes de proposition, en termes de conseil de sécurité. Après, dans un second temps, je pense que ça, c'est une proposition qui, dans l'application, qui ne peut que être compris que dans l'application.
Parce qu'on a déjà la médiation, le médiateur de la République, par exemple, qui franchement, personnellement, je suis désolé de le dire, ne sert pas à grand-chose en termes de résolution de crise politique, par exemple. Le médiateur de la République ne sert pas à grand-chose. Donc, je suppose que avec l'arrivée du Sénat, le médiateur de la République va disparaître. Quand on prend aussi le Conseil économique et social, s'il faut qu'au sein du Sénat, qu'il y ait des experts, des gens qui puissent apporter leur expérience en termes de conseils stratégiques et autres, s'il faut tout ça, je pense que cela amènerait à faire disparaître aussi le Conseil économique et social. Et éventuellement certains conseils qui sont là. Donc, je pense que tout ça doit être bien peaufiné, doit être bien réfléchi pour qu'on n'ait pas des institutions qui commencent à se talonner. Donc, je pense que sur ces deux plans, on devrait pouvoir réfléchir sur ces deux parties. Je vais m'en arrêter là, et sinon le débat va être beaucoup long. Beaucoup long, pas de souci. Alors, Moubarak Assombolo, vous avez suivi l'actualité, je l'ai dit dans l'introduction, depuis le vendredi, ça fait 31 octobre, bien sûr, hein, ça anime les débats, la création d'un Sénat. Ouais, depuis l'annonce à l'Assemblée nationale à laquelle attendait l'honorable Hassan Seibou, cette question en train de rendre fou tous les Béninois. Je vais employer un terme un peu plus, rendre fou tous les Béninois. On va d'abord interroger un peu l'histoire. Vous savez, l'histoire politique traditionnelle africaine, avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée de la colonisation, était basée sur les anciens. Lorsque le groupe, ou bien la commune, la collectivité devait prendre une décision, au-delà du roi, ou bien au-delà du chef, au-delà de l'empereur, il y avait un conseil de sages, un conseil d'anciens qui siégeaient et qui prenaient des décisions que le chef ou bien le roi appliquait. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce format. Le format a un peu changé. Nous avons la possibilité d'élire nos responsables, le président de la République, les maires, les députés, qui prennent des décisions à notre place. Mais je crois que mettre en place un Sénat où nous réunissons les anciens présidents, les anciens présidents de la République, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens chefs d'état-major au regard de la crise sécuritaire que nous traversons aujourd'hui dans la sous-région, je crois que c'est pas mal fait. Parce que ces anciens, si on va caricaturer par rapport à ce que j'ai dit au début, ce sont les gens qui ont déjà vécu des situations similaires. Ce sont des gens qui ont déjà vécu des crises. Ce sont des gens qui étaient déjà à la commande, à l'appareil, à la commande de l'État. Donc aujourd'hui, qu'on prenne leur expérience et qu'on travaille avec, je crois que c'est pas gâté, c'est pas mauvais. Maintenant, pour ceux qui sont sceptiques et qui, j'ai entendu des analyses des politiciens avérés, des gens que je respecte beaucoup, vu leur carrière, vu leur parcours politique, tenir des propos qui ne sont pas complètement vrais. Ils disent que ce seront des sénateurs nommés. C'est pour dire quoi? Ils ont pris des exemples des pays où tous les sénateurs sont élus. Je vais dire, c'est pas vrai. Nous avons des pays où la démocratie est assise depuis près de 30 ans, et depuis près de 200 ans, 300 ans, mais qui continuent de nommer des sénateurs. Qui continuent de nommer des sénateurs au regard du parcours, mais également de la capacité que cette personne pourra, et comment on l'appelle, trancher des questions pointues sur l'avenir du pays. Voilà. Donc je crois qu'avoir une chambre comme ça où nous rassemblons toutes les personnalités qui ont déjà eu par le passé à gérer le pouvoir, c'est bien. C'est très bien. Lorsque je prends par exemple l'Angleterre, l'Angleterre c'est une démocratie bien assise, depuis près de 200, 300 ans. Mais l'Angleterre, les sénateurs ne sont pas élus, les sénateurs sont nommés sur proposition de qui? Du Premier ministre. Et c'est le roi qui fait peut-être qui nomme après. Lorsqu'on prend le Canada, les sénateurs ne sont pas tous nommés. Ils ne sont pas tous élus. Ils sont nommés. Aujourd'hui, nous ne nommons pas. Le législateur permet seulement au président de l'Assemblée nationale et au président de la Cour constitutionnelle et au président de la République de nommer 1/5 des membres qui vont siéger à ce Sénat. Et tous ceux qui vont rester, ce sont les gens qu'on a vus à l'œuvre. Je suis sûr que si ce Sénat existait avant la crise de 2019 que nous avons traversée, je suis sûr qu'il n'y aura pas cette crise. Parce que nous n'avons pas traversé une crise économique en 2019, nous avons traversé une crise politique. Et le législateur, dans la rédaction de cette loi, a précisé que le Sénat ne va s'occuper que des questions purement politiques et peut-être sociales.
qui ne va pas bloquer la gestion économique du pays. Lorsque, par exemple, lorsqu'on ramène pas le débat un peu plus bas, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos villages, lorsqu'il y a un problème qui dépasse le chef de famille, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les anciens de la famille, on rassemble les anciens de la collectivité. On dit, ah, voilà le problème, comment est-ce que nous allons faire? Et ce sont ces gens-là, au-delà de toi, chef de ta famille, ce sont ces gens-là qui prennent des décisions pour que le bon fonctionnement de la famille continue. Donc, nous allons essayer de démystifier le débat, expliquer à nos concitoyens le vrai sens de ce Sénat-là. Sortons de ce modèle démocratique purement occidental. Nous devons coller notre réalité politique, notre réalité démocratique à nos réalités africaines. Et c'est parce que nous avons raté ça au lendemain des indépendances que nous avons eu toutes ces crises-là jusqu'à aujourd'hui. Vous avez suivi vos prédécesseurs qui sont revenus sur le bien fondé, en tout cas, de cette proposition, la création d'un Sénat. Est-ce que vous voyez aussi que c'est aussi nécessaire aujourd'hui? Il y a plusieurs axes de réflexion qu'on doit emprunter. D'abord, sur les motivations, comme l'a dit les uns les autres. Au-delà de tout, on doit accepter qu'on travaille bien évidemment pour la sauvegarde, pour la sécurité et bien évidemment travailler pour la paix dans le pays. Et sur ces motifs-là, sur ces motivations-là, chacun de nous ici est d'accord. Et même les acteurs politiques sont d'accord, les vibriscats politiques sont d'accord. C'est au niveau du format. Oui, j'ai écouté Moubarak qui a donné quelques exemples. Mais le format qui est là aujourd'hui fait que, sinon le format proposé aujourd'hui fait que la polémique s'enfle. C'est au niveau du format que la polémique s'enfle. Quand vous prenez par exemple le format où on a dit les anciens présidents vont se retrouver, la question a été posée de savoir ils sont combien d'anciens présidents? Nous avons deux anciens présidents et dès que Patrice Talon va quitter le pouvoir, eh bien il va rejoindre le président. Voilà. Déjà dans le lot, il y a que Boliaï a décliné l'offre. Donc ça restera Lucifer Soglo et Patrice Talon. Il y a une autre question qui soulève donc la polémique, et c'est légitime auprès donc, des citoyens, c'est de savoir quel est le temps, quelle sera la durée qui sera accordée donc, aux sénateurs. Est-ce qu'ils seront au Sénat à vie? C'est à ce niveau-là. Donc, sur différents points, il y a de ces points-là qui soulèvent les interrogations. Et aujourd'hui, le contexte nous permet de demander est-ce qu'il est utile aujourd'hui qu'on installe le Sénat? L'autre préoccupation également, c'est de savoir quel est le gain, quel est le bénéfice que gagneraient bien sûr les citoyens après la création du Sénat. Oui, j'ai rappelé tantôt, pour ne pas répéter les mêmes mots que Modeste et Moubarak, qui ont rappelé les motivations évoquées par Sanselou et Akhenatonné. Mais au-delà de ça, j'ai bien écouté, quand Modeste parlait de médiature, quel a été son rôle jusqu'à aujourd'hui? Et quand vous évoquez la situation de 2019, quel a été son rôle dans la résolution de la crise de 2019? Donc, d'abord, c'est une institution arrayée de la carte institutionnelle politique béninoise. Et on doit demander aux médiateurs de rendre compte de ce qu'il y a eu à faire dans la stabilité politique, dans la sécurisation du territoire et dans également le règlement des conflits. Si aujourd'hui on assiste à cette affaire Talon Yahi, le président l'a rappelé, quel a été le niveau d'implication dans la résolution du médiateur? Vous avez parlé du Conseil économique et social. Dès qu'on va installer le Sénat, c'est sûr que ça va noyer ces institutions-là. Et donc, pour moi, je pense que, oui, il faut prendre du recul pour régler un certain nombre de choses qui soulèvent la polémique aujourd'hui au niveau du format. Est-ce que nous allons garder le même format que ceux-là, automatiquement, systématiquement, qui ont été aux commandes, qui ont été au fait, bien sûr, de l'actualité, mais rejoignent systématiquement le Sénat? Et pour combien de durée? Ces polémiques-là, ces questionnements-là, si on n'arrive pas à les régler, ça va créer toujours de suspicions au niveau des citoyens. Parce qu'en réalité, c'est quoi pour les citoyens? Pour les citoyens, c'est que Talon, voulant quitter le pouvoir, tente de créer, eh bien,
une chambre qui va lui permettre également d'avoir un regard sur la gouvernance du prochain président. C'est tout. Mais sans être politique, sans être impliqué. Voilà, en tant que politique, restant neutre. Voilà, tout en restant neutre. Ceux qui siègent sont censés être neutres. Ah ben non, oui. Quand vous le disiez, comment dire, la mission qui a, la proposition de mission qui est assignée donc aux sénateurs, les sénateurs sont capables, et bien sûr, d'annuler, de revenir sur une loi, d'accord, sont capables, et bien sûr, de démettre un politique s'il commettait de bêtises. Est-ce que la question principale est de se demander, est-ce que le prochain président aura la main libre pour diriger? Est-ce que le prochain président aura la main libre pour dérouler son programme d'action sans un Sénat, Patrice Talon a gouverné, on a vu ce qu'il a fait, Maus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin du Sénat avec toute la polémique qui entoure? La question est là. Ça va se poser. Oui, vous réagissez tout de suite. Oui, rapidement. Vous savez, quand Patrice Talon est venu, il a annoncé les réformes très raides, très rudes, très difficiles, douloureuses. Nous avons supporté, les Béninois ont supporté. Il y avait des crises qui se sont enchaînées au cours de ces 10 ans. Les crises politiques, pas les crises économiques. Malgré que la Covid est passée par là, nous n'avons pas ressenti cette crise-là que les crises politiques que nous avons traversées. Et je vous jure, quand je viens encore le répéter, s'il y avait un Sénat au format que nous proposons aujourd'hui l'Assemblée nationale, je suis sûr que nous allons éviter cette crise. Je me justifie. Est-ce que je me justifie? Vous savez, parmi je vais revenir à vous. Parmi ceux qui doivent siéger à ce Sénat, dans ce Sénat, on a dit quoi? Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, au Bénin, lorsque nous prenons les 12 départements, au moins les anciens présidents de l'Assemblée nationale, nous savons où ils sont logés. Il y en a à Kenad, on a Mathieu Nkofinago, le président Kola Oledi, le président Adrien Ombedi, le président Amoussou Brino. Regardez ceux-là. Au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons le professeur Théodore Olo, nous avons Robert Dossou, nous avons tout ce que nous avons. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, en matière de personnes, ressources pour apaiser les cœurs, peuvent, je crois, légitimement siéger à cause de leur passé à gérer ces situations-là. Parce que le médiateur de la République, c'est qui? C'est quelqu'un que nous avons nommé. Nous n'avons pas encore vu à l'œuvre sur des questions pointues, sur des questions politiques. Nous n'avons pas encore vu éteindre des flammes politiques. Nous n'avons pas encore vu gérer des crises politiques. Maintenant, on nous propose que des gens qui, par le passé, ont géré des crises, ont géré des postes politiques, que nous connaissons, que nous avons élus, on nous propose aujourd'hui que ces personnes-là se retrouvent ensemble dans une chambre pour éviter que plus tard, nous rencontrons encore des travers. Maintenant, la question sur la durée de leur mandat. Ça, ce sont des questions techniques que je crois que le législateur doit revenir et nous préciser. Et juste pour donner d'autres exemples par rapport à d'autres pays, lorsque, par exemple en Angleterre, lorsqu'un sénateur est élu, ou bien lorsque un sénateur est nommé à vie. Il y en a qui sont nommés à vie. Il y en a qui sont nommés à vie. Il doit avoir l'héritage tout au moins. Je parle du cas de l'Angleterre. Maintenant, si nous devons ramener ça dans notre contexte ici. On dit que tu es ancien président. L'ancien président, on ne dit pas que vous êtes ancien président pour 2 ans, mais pour 3 ans, pour 5 ans. Vous êtes ancien président à vie. Donc, du moment où vos capacités intellectuelles, vos capacités à réfléchir et à taire les querelles vous permettre de siéger dans ce Sénat et à éviter tout ce qui est crise politique, je crois que c'est... Parce que c'est extraordinaire, la réflexion que ces parlementaires ont eu de ne pas permettre aux membres du Sénat de pouvoir s'impliquer dans les questions économiques et de rester uniquement dans les questions politiques. C'est au niveau de ce segment-là que le problème se pose. Je ne dis ni pas, eh bien, cette capacité, cette compétence-là que vous avez cité tout à l'heure, que vous avez rappelé tout à l'heure, de ces anciens présidents. Non, ce n'est pas le problème. Je vous ai rappelé tout à l'heure les questionnements légitimes des uns des autres. Je vous ai rappelé tout à l'heure la question de durée de mandat. Je vous ai dit, je voudrais rappeler également que dans ce qui est fait là, la question principale des uns et des autres, c'est de savoir quel est le bénéfice, quel est le gain que le citoyen tire de la création du Sénat. Je ne dis pas que en créant, c'est une réforme institutionnelle. Et j'ai dit tout à l'heure que
sur les motivations, tout le monde est d'accord. Qui ne souhaite pas qu'on reste dans un pays apaisé, que la sécurité soit de mise? Qui ne dit pas, qui ne souhaite pas rester dans un pays où le dialogue est présent? Ce n'est pas le cas. Mais on parle du FOBA. Le FOBA, c'est quoi? C'est que ceux-là, est-ce systématiquement ceux-là qui ont déjà fait le temps et qui sont à la retraite, je dirais, on veut les recycler aujourd'hui pour les mettre encore aux frais de l'État. Ça, c'est un. Deuxième question, c'est au niveau de la durée. Vous avez dit tout à l'heure que les gens sont Sénat à vie. Ailleurs. C'est la question qui fait que c'est cette durée à vie-là, cette mandature à vie-là, qui fait que il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui. Et les gens estiment que, non, c'est normal, que Talon est en train de créer un Sénat pour qu'après, à la fin de sa mandature, qu'il aille se recaser là. Mais l'autre problème également, qu'il ne faut pas oublier de vue, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que au niveau de la mission, du rôle qui est dévolu donc au Sénat, il est dit que le Sénat peut revenir sur un certain nombre de lois. Ça sort du champ que vous, là, vous avez souhaité tout à l'heure. Le champ politique. Mais si ça va au-delà, on peut faire intervenir ses intérêts, on peut faire intervenir également ses capacités, on peut voir également à côté de ses intérêts le jeu politique. Parce que si, entre-temps, on se retrouve avec Talon et Youssoupha Soglo, parce que Youssoupha Soglo, depuis qu'il a fini de diriger, est-ce qu'il est le contexte actuel lui permet également de voir un peu les choses? Talon est à l'œuvre. Mais moi je dis, avec ce rôle-là, si on ne revoit pas le rôle, et si on ne revoit pas le FOBA, les uns les autres, avec cette polémique légitime, vont toujours se dire que Talon veut créer le Sénat pour continuer toujours à avoir la même mise sur la politique. Est-ce que, oui, Modeste, vous les avez suivis, hein? Bon, ils ont pris un peu de temps là, et vous les avez suivis. Je comprends les inquiétudes des uns et des autres. En ce qui concerne par exemple la limitation de mandat, je pense que dans la proposition, il a été dit quelque part que les anciens présidents d'institutions, enfin ceux qui sont membres du Sénat et qui auront déjà 90 ans, vont siéger 5 ans. Donc après 5 ans, ils ne pourront plus rester. Je pense que c'est déjà un début. C'est déjà un début pour dire, bon, par rapport à ceux qui ont 90 ans, enfin, à partir de 90 ans, ils vont siéger que 5 ans. Donc je pense que c'est déjà un début. Après, les anciens présidents qui vont être déjà d'office sénateurs, je pense que dans la logique des choses, c'est qu'ils sont sénateurs à vie. Parce qu'ils ne vont pas être anciens présidents pour un temps. C'est qu'ils sont dans la logique des choses sénateurs à vie, jusqu'au moment où eux-mêmes décident de dire, bon, écoutez, ça va, je vais aller me reposer. Il faut encore comprendre que c'est un truc, on leur a laissé le choix. Ils peuvent décider de continuer, d'être là, d'accepter de le faire ou de ne pas le faire. C'est un choix. Du coup, je ne pense pas qu'on puisse trop s'attarder sur la limitation du mandat de ce côté-là. Maintenant, les autres membres du Sénat, de ce côté, peut-être c'est vrai, on peut limiter le mandat, sauf que quand on voit un peu ceux qui constituent le Sénat, là, actuellement, bon, je ne vois pas pourquoi on va limiter les mandats. Peut-être que quand certains seront fatigués, on les remplace, c'est tout. Henri a posé le problème de ce que cela peut rapporter au citoyen lambda, la création. Oui, le Sénat, comme le dit mon confrère Moubarak, au fait, c'est le nom qui dérange, hein. C'est le nom qui dérange. Parce que quand on dit Sénat, en même temps, on pense au Sénat américain, au Sénat ailleurs, français et tout. Là-bas, c'est des institutions qui légifèrent aussi. Mais ici, je pense que c'est une institution qui n'est pas dans ce rôle-là. C'est le nom qui a dérangé. En fait, c'est une sorte de conseil des anciens. Conseil des anciens et experts. C'est en fait ça. C'est peut-être la vraie dénomination. C'est la vraie dénomination normalement. Parce que quand on dit Sénat, c'est vrai que sous cette forme-là, ce n'est pas un Sénat en bonne et due forme. Parce que, écoutez, Sénat, ça vient de l'Occident. Donc, nous avons juste utilisé l'expression Sénat. On va mettre une chambre là. Mais c'est une sorte de conseil des anciens et des experts. Quelque chose qui va régler des crises, qui va donner des conseils, qui va apporter sa pierre dans la stratégie de gestion du pays et
aléas éventuels. Moi, je pense que sur ce point, c'est le nom qui est en train de déranger. Et dans l'application, oui. c'est à l'Assemblée. Maintenant, l'Assemblée va examiner, ils vont trouver les points d'ombre qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter et tout, comment appliquer cela. Et c'est dans l'application maintenant qu'on aura la possibilité de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là maintenant, la loi elle est là, elle n'est pas encore votée, elle est toujours au niveau de l'Assemblée pour être examinée. On ne parle là maintenant, on ne suppute que sur la proposition. On ne peut pas clairement dire quelque chose là où nous sommes. On ne peut que dire supputer un peu sur la proposition. En l'état, oui. Ce n'est pas vraiment un Sénat en bonne et due forme, comme à l'occidental, à l'américaine ou autre. C'est un Sénat à la béninoise. Voilà. Oui. Bon, bah, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, rapidement. Et vous savez, même le chef de l'État, lorsqu'il fait son interview la dernière fois, face à nos confrères de la radio nationale, il a dit quoi? Conseil de sage, où lui sera là avec son ami et grand frère Yahi Boni et les autres pour donner des leçons, pour donner des conseils à leurs successeurs. Vous voyez comme lui, il a esquivé exprès et le mot Sénat. Je suis sûr que si on avait donné la proposition qu'il a lui, avant qu'on l'amène là-bas, il allait dire non les gars, changez ce mot Sénat, la mettez conseil. Parce que c'est le format africain, le conseil des sages, le conseil des anciens. Oui, on ne sait pas si ça va changer. Mais je reviendrai rapidement sur une chose. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a souvent des crises politiques au Bénin, la première des choses, les premières personnes que nous, en tant qu'hommes des médias, nous essayons d'interviewer, ce sont qui? On court tout de suite, lorsque c'est une question juridique, on court tout de suite pour chercher à rencontrer soit Théodore Holo, soit Robert Dossou, parce que ces gens-là ont eu à gérer des crises juridiques concernant la politique en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. Lorsque c'est des questions, par exemple... aussi, qui fait partie des anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, en cette qualité-là... On l'oublie souvent, parce que c'est le plus jeune. Oui, voilà, c'est le plus jeune. Aussi à la tête du parti, il fait le renouveau. Donc c'est le plus jeune, on ne peut pas l'oublier également. Donc, c'est pour dire quoi? Chercher, et comment on l'appelle, l'aval ou bien l'expertise des gens qui ont déjà pratiqué, c'est pas mauvais. C'est pourquoi c'est sur ça qu'il faut tirer l'attention des Béninois, des concitoyens qui, je reconnais, leur revendication est légitime. Le rôle de la Sénat, c'est d'éviter les crises, de gérer les crises politiques. Et je le dis, je le répète, ils ont précisé, ces gens ne sont plus des partisans. Je n'ai pas entendu, par exemple, Akhenaton et le professeur Mathurin Kofi Nago soit membre d'un parti politique. Je n'ai pas entendu le professeur Robert Dossou dire qu'il est membre d'un parti politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce sont les gens qui ne sont plus des partisans. Ce sont les gens qui, ayant fini leur parcours, ayant fini leur carrière, peuvent, au regard de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont vécu, des décisions qu'ils ont eu à prendre par le passé, à décider, à légiférer, à dire non, les gars, n'allons pas là, n'allons pas là, n'allons pas là. C'est lorsqu'il y aura crise que le Sénat, format béninois, va se manifester. En tout cas, c'est toujours. Mais au moment où vous avez parlé de finir leur carrière, ils n'ont pas fini leur carrière, ils n'ont jamais décidé, ils n'ont jamais joué leur jubilé politique. Pour le moment, ils sont toujours dans le jeu. Toujours dans le jeu, chaque fois. Ça va toujours servir à conseiller, à apporter un arbitrage dans toute situation possible. C'est utile. Le Bénin donc, a toujours cherché des parades pour éviter les crises. Donc, le Bénin a toujours cherché des parades pour éviter les crises. Et je ne me vois pas demain que, en tant que professionnel des médias émérite que vous êtes, mon cher ami Moubarak, que dans vos colonnes, vous parlez donc de crise. Les crises politiques, on en connaît, on sait, dans d'autres pays, on ne sait pas ce qui se passe dans d'autres pays, que ça se passe au Bénin. Mais ma difficulté, c'est que qu'on ne mise pas sur la crise, qu'on élève un peu le débat, en donnant plus de rôle, pour ce que vous dites là, en donnant plus de rôle à ce Sénat-là, que le Sénat n'attend pas, ou bien que les sénateurs n'attendent pas, qu'il y ait crise pour apporter l'expertise, parce que en matière d'expertise, c'est dans tous les domaines. Et pas parce que vous allez occuper par exemple le poste de président de la République, de l'Assemblée nationale, que vous êtes limité. Même dans la résolution de cette situation sociale, on peut même faire intervenir l'expertise de l'ancien président, l'expertise de l'ancien président de l'Assemblée nationale et autres. C'est exactement le rôle qu'on fait au Sénat. Ce n'est pas forcément les crises, hein.
C'est des conseils, c'est des apports en tant qu'expert, en tant que sachant et autres. Moi, oui. On devrait pas se généraliser sur les crises. Ce n'est pas seulement les crises. Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas seulement les crises. Les crises, éventuellement, ça peut venir. Mais c'est là, en tant que conseil de gestion, dans tous les secteurs possibles. C'est pour ça qu'on a parlé des anciens présidents des institutions et des experts dans différents domaines. Donc, oui. À défaut de faire, de rendre public, bien sûr, le contenu de cette loi-là, nous sommes en train de spéculer. Et dans la spéculation, ce qu'on a trouvé là, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on confère ce rôle-là au Sénat, ce rôle qui est de revenir sur un certain nombre de lois, on risque d'avoir un chevauchement. Et là, c'est là où la méfiance s'installe. Est-ce que la question, pour faire terre à terre, est-ce que le pouvoir est décisionnel ou bien ils ont un pouvoir consultatif? Si c'est un pouvoir décisionnel, c'est qu'on est dans le président de la République va voir son d'application, bien son pouvoir limité. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas son pouvoir limité. Et donc, si c'est consultatif, d'accord, on y va. Mais si c'est pas consultatif, c'est décisionnel, on va limiter le pouvoir du président de la République. Et forcément, à ce niveau-là, le président aura les mains liées. Mais quand le Sénat va peut-être aura cette possibilité de démettre un ministre, est-ce que ça fait? Non, je ne pense pas que ça ira. Bon, ce qui est sûr, le Sénat est encore à l'étape de proposition. Voilà. Nous sommes en train d'analyser les contours justement de cette proposition. Ce qui est sûr, nous allons suivre l'actualité, voir justement, parce que ce débat aussi peut permettre justement aux parlementaires de voir comment réajuster les choses. Vous avez surtout parlé ici de Sénat, le nom aussi, qui peut être vu, parler du Conseil des sages, vous l'avez dit tout à l'heure, des experts. Ce qui est sûr, nous ne pouvons que suivre l'actualité, revenir sur ça afin d'éclairer plus les téléspectateurs sur ces différentes questions justement qui marquent l'actualité. Nous allons passer à présent parler justement du principal parti de l'opposition. Nous allons parler bien sûr des démocrates ici, un parti aujourd'hui à la croisée des chemins, secoué par des tensions internes, mais toujours porteur d'ambition nationale. Alors, crise passagère aux véritables recomposition du paysage politique de l'opposition béninoise. Nous allons tenter ici sur ce plateau d'en parler un tout petit peu avec les confrères présents ici. Dans ce contexte, quelle orientation pour les démocrates et quel incident, disais-je, sur l'équilibre de la scène politique nationale, Henri Amon? Mathieu, vous voulez qu'on ressasse un peu les étapes donc, de cette crise dans laquelle on retrouve le parti, le démocrate aujourd'hui. Ça n'a pas fini d'être enregistré, ces crises-là et tout le reste. Ce que je peux dire, on tend vers la recomposition totale de l'environnement politique, surtout de la classe de l'opposition aujourd'hui. Les démocrates qui ne sont pas au bout de leur peine, si vous avez suivi un peu l'actualité, le vendredi dernier, eh bien, le procureur a fait sortir un communiqué. Et dans ce communiqué-là, on fait état de ce que, il est question de falsification, de faux usage de faux, toujours au sein de cette formation politique, qui, déjà, les semaines écoulées, a enregistré beaucoup de démissions, les fraudeurs, et chaque jour, il y a toujours une actualité qui est collée donc à cette formation politique et qui révèle les dessous de la gouvernance, les dessous de le leadership des cadres de cette formation politique. Et quand on zoome un peu sur les faits et qu'on on arrive à faire un croisement des faits également, on est tenté de dire que le Parti démocrate est en train de finir tout doucement. Parce que, pour l'élection présidentielle, on a fini avec ce débat-là. L'élection législative, eh bien, il sera difficile pour le Parti les démocrates de réunir, je l'ai dit l'autre fois, d'engranger 20% dans chaque circonscription électorale. Et le code électoral a fait cette ouverture-là pour le permettre, bien sûr, de faire des accords de coalition, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, s'il ne pas fait accord de gouvernance avec cette crise interne où déjà il y a des défections dans leur rang, je ne vois pas une base, je ne vois pas leur base encore très solide pour aller à cette bataille électorale. L'autre chose, c'est que au niveau des élections communales, quel est le dispositif qui est mis en œuvre, quelle est la dynamique qui est instaurée pour maintenir la base très solide pour aller décrocher des postes? Je ne vois pas. Parce que la crise a impacté également la base
Si vous vous rappelez, il y a eu des défections. À Koufo, des gens ont déjà commencé par appeler à voter, à s'allier derrière, à rentrer dans leur rang, comme on le dit, comme on le dit, à rentrer dans le rang. Voilà, qui invoque à rentrer dans le rang. Et ils sont des démocrates, pas des démocrates, des militants simples, mais des militants, des responsables militants, des coordonnateurs qui appellent déjà à se ranger derrière Wadaï. C'est dit tout simplement qu'il y a une fragilisation de cette formation politique parce que tout simplement la crise est arrivée à un niveau donné où il y a beaucoup encore à dire. Si on se refait encore à ce qui s'est passé le vendredi où le procureur a sorti un communiqué avec des arrestations, il dit le parti de Boliayi est en train de finir. Le parti de Boliayi est en train de finir. Alors, Modeste, voyez-vous la chose sous ce même angle? Oui, je suis peiné pour le parti, les démocrates, qui quand même était parti pour apporter une sorte de pluralité politique dans ce pays. C'était quand même, au début de ce parti, on voyait quand même une sorte de pluralité politique, un débat politique plutôt intéressant à venir. Oui. Mais après, Yahi a pris la présidence du parti. On a dit, bon, ça va être encore plus intéressant. Sauf que l'ancien président, avec le temps, le parti a de plus en plus ressemblé à Boni Yahi, car c'est son idéologie première. Bon, je le dis comme ça parce que à chaque fois, le parti est resté dans une logique d'opposition pour s'opposer. Le parti a tout fait pour se victimiser. L'idée, avec tout ce que je vois aujourd'hui, l'idée était d'aller, par exemple, à l'élection présidentielle en comptant sur des votes sanctions du peuple. Vous voyez, c'est ça l'idée de ce parti. Ce parti n'avait pas vraiment proposé quelque chose au peuple. Donc, il n'y avait pas une base solide parmi les leaders. Donc, le parti n'existait que de nom. Mais en vrai, à l'intérieur, le parti n'existait plus. On voit aujourd'hui que chacun était dans son rôle. Chacun était en train de militer pour ses propres idéaux et non pour une idéologie unique du parti. Donc, aujourd'hui, les démocrates sont en train d'exploser, on peut le dire. Il y a eu une crise déjà. Et d'abord, au niveau de la communication, c'est raté. Depuis le début, au niveau de la communication, les démocrates a tout raté. Après, il y a eu une crise et le parti n'a jamais sorti un communiqué en tant que les démocrates pour dire voilà la crise, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et le président Boliayi vient, il dit pour lui. Le candidat à la présidentielle, vient, dit pour lui. Des députés se lèvent, font une conférence de presse et disent pour eux. Le responsable de la communication vient aussi, il dit pour lui. Alors aussi vient un lot de militants. Voilà, un lot de militants qui vient dire pour lui. Donc, chacun vient parler. Est-ce que ça, c'est un parti? Ça, c'est bon, écoutez, c'est devenu la cour du roi Péto. C'est une cour de récréation, ce n'est pas un parti politique. Malheureusement, on dit aujourd'hui, le parti Les Démocrates, c'est que le nom, hein, ce n'est que le nom, ça n'existe plus. Ce n'est pas que ça va, c'est en train de disparaître. Non, mais ça n'existe plus, ce parti. Moubarak Asomolo. Oui, vous savez, quand le parti Les Démocrates était né, en 2020, si je ne me trompe pas, et les gens n'ont pas vendu cher leur peau. Ils ont dit, c'est sûr que d'ici quelques années, ça va s'effriter. Et je crois qu'aujourd'hui, l'actualité politique, les faits sont en train de nous donner raison. Et cette crise a commencé, je crois, lorsque le MPL a claqué la porte et est sorti du cadre de concertation de l'opposition. C'est à partir de là, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous relisez le communiqué de Espérance Tébé, vous retrouvez exactement ce qu'il avait dit. Vous retrouvez exactement ce qu'il avait dit. Il y avait une guerre de leadership au sein du parti, à l'intérieur du parti. On ne savait pas qui était le chef, qui n'était pas le chef, qui doit dire ci, qui doit dire ça, qui ne doit pas dire ci, qui ne doit pas dire ça. On ne sent pas une coordination au sein du parti politique. Chacun se lève, il commence par prêcher comme il le veut, chacun est un chef. Et lorsque vous faites, on recoupe ça, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le parti de l'opposition, l'idéal que ces gens-là incarnaient au début et que le peuple béninois, après avoir dit, bon, nous avons traversé l'étape du Parlement monocolore, aujourd'hui nous allons vers un Parlement où plusieurs voix peuvent résonner,
pour nous sortir des lois et des trucs potables. Est-ce que c'est vraiment ce parti-là qui est en train de se retrouver aujourd'hui comme ça? Je dirais exactement comme mon confrère Modeste l'a dit, j'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine. Parce que, en tant qu'analyste politique, en tant que citoyen béninois, j'aimerais qu'il n'y ait pas seulement une seule voix de cloche pour nous diriger, que plusieurs personnes, qu'il y ait d'autres voix, d'autres sons de cloche pour qu'on puisse vraiment débattre des sujets d'actualité, des sujets qui concernent la nation. Mais si aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans cette... En tout cas, il ne peut que se prendre qu'à eux. Parce que les faits sont là. Pas plus tard que le vendredi, lorsque j'ai lu le communiqué du président, du procureur de la République, du procureur Mario, mais j'ai eu de la peine, mais comment un parti politique peut se permettre ces petites erreurs? Il semble être bien organisé. Hein? Un parti politique ne peut pas se permettre ces petites erreurs qui vraiment a capoté tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, le grand point d'interrogation de savoir si est-ce qu'ils iront au communal. C'est le grand point d'interrogation. Ça me fait de la peine, mais je crois que ce sont eux qui ont cherché. Parce que lorsque vous êtes coordonné, lorsque vous êtes et vous avez une structure bien rodée, ces petits problèmes-là ne doivent pas venir. Une communication vraiment bâclée, celui-ci se lève et dit pour lui, l'autre se lève et dit pour lui. Vraiment, nous tendons vers la fin. Parce que le parti est en lambeau aujourd'hui, déchiqueté, complètement, je crois qu'il est en train de mourir. Peut-être qu'après les législatives ou bien la présidentielle, il va renaître de ses cendres avec un nouveau président, de nouveaux leaders. Ce sont des leaders charismatiques, on les connaît, ils sont en train de partir. J'entends encore que d'autres vont partir d'ici là. Il va rester quoi à la fin? C'est des rumeurs. Bon, les rumeurs sont toujours confirmées au Bénin. Mathieu, Moubarak a relevé un point qui est essentiel, sur lequel il faut revenir. La crise a connu son point culminant lors du congrès de Parakou. Lors du congrès de Parakou, où Éric Oulete a été évincé de la tête de cette formation politique. Et c'est depuis cette tenue de ce congrès-là, je dirais, à Parakou, qu'il y a eu différents courants politiques au sein de cette formation politique. On ne peut pas diriger une formation politique comme ça. Et ces courants politiques, bon, pour ce que nous avons appris, ont été entretenus par les gros responsables également de cette formation politique. Et dès que c'est comme ça, tout le monde va dans un sens. Et vous savez, pour le choix du duo, vous savez, j'ai suivi sur votre plateau ici, Divor, qui a dit beaucoup de choses. Il a fait également économie de vérité à des niveaux donnés, sinon il allait vous révéler encore beaucoup de choses. Dans la salle le jour-là, pendant le Conseil national, il y a eu encore des résistances dans la salle-là. C'est parce qu'il y a un courant qui dit non, voici ce que nous décidons, voici ce que nous voulons. Et donc, s'il y a plusieurs courants politiques, vous pensez que au sein de UPR, au sein de BR, au sein de MOULBD, au sein de RN, au sein des autres formations politiques, il n'y a pas de divergence. Mais ils arrivent, les responsables arrivent à contenir cette divergence-là. Et donc, il est question de leadership. Et donc, moi, je voulais rappeler tout simplement que la crise a commencé depuis 2022, lors de leur congrès. Vous vous rappelez, si vous lisez un peu le discours, quand vous écoutez un peu le discours d'Éric Oulete, où il pleurait, mais il disait quelque chose. Il se mettait à genoux pour demander pardon à tout le monde. Mais ce pardon-là a un sens. Et c'est maintenant qu'on constate que, effectivement, ce qu'il a dit le jour-là, ça produit son effet. Et dans le contexte actuel, les démocrates peuvent-ils encore incarner une alternative crédible face au pouvoir, ou doivent-ils repenser, j'allais dire entièrement, la stratégie politique Moubarak? Si vous n'êtes pas président de la République, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas pu lever les mains. Parce que je le dis, je le répète, je ne suis pas sûr qu'avec ce qui est le gros dossier qui est aujourd'hui devant le procureur de la République, il puisse aller aux législatives ou bien au communal. Je ne suis pas encore sûr. Au communal, je ne suis pas encore sûr. Donc, comment il peut être encore une force politique alternative par rapport à ce qui est là? Pour revenir un peu à ce que mon confrère l'a dit, Henri, il y avait crise dans l'UPR. Nous avons vu toutes ces sorties du président Adrien Moumbedji. Nous avons vu toutes ces crises qu'il y avait eu. Mais jamais le parti n'est allé en lambeau. Jamais le parti ne s'est disloqué. Il y a eu des pourparlers. Le président Djogbenou s'est déplacé, il est parti voir le président Adrien à plusieurs reprises. Les gens ont fait tout pour que le parti ne va pas en lambeau. Le parti ne s'effrite pas. Même chose dans le parti UEBR.
Le bloc républicain, ça, c'est même pas aujourd'hui, ça a commencé bien avant. Nous avons vu les crises de Parakou. Nous avons vu les crises qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, ce parti est debout, avec les mêmes militants, les mêmes leaders à la tête, où chacun ne peut pas se lever pour dire de n'importe quoi sur un plateau. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas observer la même chose face à un parti qui se dit parti du peuple? Vous dites que vous êtes parti du peuple et vous ne pouvez pas vous coordonner vous-même. Et comment vous voulez coordonner tout un pays? Donc je crois que ça va rester là. Oui, Modeste. La même question va revenir à vous. Est-ce que le parti Les Démocrates incarne véritablement une alternative crédible aujourd'hui face au pouvoir? La question, incarne-t-il une alternative crédible? C'est non. Et la question, est-ce que le parti demain va pouvoir... On va repenser peut-être la stratégie, revoir, se repositionner. Et c'est à cette question seule que je compte peut-être répondre avec des explications. Avec parce un que petit l'autre, développement, il n'y a pas oui. d'alternative crédible possible. Le parti n'a jamais été crédible depuis, donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous avez, Après, qu'est-ce que vous le faites dire? Vous avez oui, n'a jamais été depuis sa crédible. création, disons depuis 2022, depuis le congrès de Parakou, la crédibilité du parti a commencé à chuter peu à peu avec ses sorties. C'est le parti lui-même qui s'est tué. Et ses sorties n'ont jamais été quelque chose de crédible. Parce qu'on voyait un parti qui s'opposait pour s'opposer. Donc, ce n'est pas un parti crédible. Un parti crédible s'oppose, explique, fait des propositions, et à partir de là, tout le monde comprend. Le parti n'a jamais proposé quelque chose de précis en matière de gestion du pays. Même aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle où le parti préparait son duo, personne ne savait exactement ce que ce parti allait proposer. Donc voilà, il se conteste seulement sur un vote sanction. Donc le parti là n'est pas crédible, il ne sera pas crédible. En tout cas, en l'état. Après les élections et tout, les démissionnaires peuvent décider ou ceux qui restent peuvent décider de repenser le parti, ramener le parti à son idéologie première, c'est-à-dire à partir de 2020. C'est à partir de 2020 là, ils avaient une bonne idée. Mais l'idée a été corrompue, l'idée a été prostituée et elle est devenue autre chose avec l'arrivée de certains leaders qui ont voulu utiliser le parti pour régler des comptes. C'était l'idée. Donc je pense que si les gens repensent leur parti, remettent la balle à terre et repartent à zéro, ce n'est jamais trop tard de recommencer de bien faire. Si on veut bien faire, ils ne peuvent que recommencer. Et là, on verra la suite. Si ça arrive à maturité, on sera tous là pour encore dire oui, ça c'est un très bon parti, un parti bien organisé et tout. Mais pour le moment, c'est un parti de règlement de compte et qui a capoté malheureusement. Alors, nous sommes à la fin. Oui, allez-y. De partager avec vous ma peine. Parce que quand vous prenez donc le parti, il y a certains jeunes qui ont de la conviction. D'accord? Quand je prends par exemple un certain Guy Tokpe, quand je prends par exemple un certain Nouroudine Sakassale, quand je prends, il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui travaillent également justement pour l'élévation de cette formation politique. Mais avec ce que Modeste a dit, oui, qui sont confrontés à une guerre de leadership, qui sont noyés, leur conviction est notamment noyée dans une certaine, comment dire, idée, une certaine volonté, d'accord, de rendre coup pour coup, d'accord, de régler des comptes, de régler des comptes. Et ces jeunes-là, pour eux, c'est la conviction. Alors, d'accord. L'autre chose, la stratégie, au niveau de leur stratégie, ils doivent changer de stratégie. Si, après les élections de 2026, si le parti va renaître, peut-être on va s'attendre à une autre FCB bis, peut-être, d'accord, là, renaître avec d'autres responsables. Donc, il y aura peut-être une récupération au niveau de cette formation politique. Et donc, on va éloigner ceux-là qui sont toutes mes excuses, qui créent des problèmes à la formation politique pour que la formation politique... Oui, Moubarak, le système partisan est venu pour corriger une chose. Un parti politique n'est pas l'apanage d'une personnalité. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas la propriété d'un individu, charismatique qu'il soit. C'est ça le système partisan est venu corriger. Donc, à ces leaders jeunes, cadres du parti, qu'ils prennent leur destin en main, toujours dans le parti, je ne demande pas de quitter le parti pour aller quelque part d'autre, toujours dans le parti, qu'ils prennent leur destin en main et qu'ils travaillent à ce que le parti honore
aux premiers idéaux qu'ils avaient eu à défendre en créant le parti. Donc, ils prennent leur responsabilité en main. Le système partisan est venu permettre ça. Et je veux juste rappeler quelque chose rapidement, pour conclure rapidement, et qu'ils ne disent pas aujourd'hui que ce sont les coups de boutoir qu'ils ont reçus de la part du camp adverse qui les permet de couler, qui est en train de les couler. Non, 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 non. Lorsque vous lisez par exemple le communiqué du procureur de la République sur le cas de ce qui s'est passé pour les communales, lorsque vous lisez les preuves, la lettre de la direction générale des impôts au restant de ces partis, mais vous remarquez que ce sont des fautes qu'on ne peut pas commettre lorsqu'on veut partir à une élection comme ça, à une échéance comme ça, qu'on ne peut pas commettre au risque de se plomber. Ils pensaient que peut-être que ça allait passer comme à la poste, mais voilà, aujourd'hui, ça les plombe. Donc, qu'ils ne viennent pas aujourd'hui, demain, jouer à la victimisation. Qu'ils ne viennent pas jouer à la victimisation devant le peuple. C'est ça le problème. C'est sur ça, moi, je veux tirer leur attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, pour conclure, vous avez un mot rapidement là, pour conclure. Oui, pour conclure, je dirais, par rapport au Sénat, que le Parlement travaille bien sur cette institution pour que, pour moi, cette institution vienne régler deux problèmes, c'est-à-dire des problèmes de budget. C'est-à-dire qu'une seule institution en plusieurs, qu'elle remplace par exemple le médiateur de la République, le Conseil économique social et les autres conseils. Au niveau du Parti Les Démocrates, je veux appeler les jeunes, comme par exemple Noureddine Saka Saleh, par exemple, je veux lui dire, lui qui a gâché son talent pendant longtemps, c'est le moment pour lui de faire partie d'un bloc politique réel. Je ne sais pas s'il est membre du Parti Les Démocrates. C'est le moment pour lui de faire partie d'un bloc politique réel, de prendre cette disposition, lui et les autres qui ont un idéal, parce que c'est des gens qui ont défendu des idéaux pendant longtemps. C'est le moment pour eux de faire partie d'un bloc pour aller aux élections, pour faire de la politique réelle, de ne pas se cacher derrière des mots. Merci beaucoup à vous. Merci, Modeste. Non, moi, je rappelle que, bon, oui, le Sénat, c'est une réforme institutionnelle qui suscite espoir, mais également des inquiétudes. Et donc, avec nos développements et différents développements, donc ceux-là qui sont, comment dire, initiateurs de cette réforme-là doivent revoir un certain nombre de choses pour permettre à la population, bien sûr, de comprendre, également rendre public, et bien sûr les motivations réelles, également rendre public les rôles et la mission de cette institution-là. Et du côté des démocrates, moi je pense que c'est dommage. C'est dommage pour une formation politique qui regorge des cadres, des gens, des vieux briscards de la politique et qui peuvent aller falsifier une procuration. C'est dommage pour notre République. Merci Henri. 15 secondes. 15 secondes. Je dirais simplement que, comme l'a dit Henri, que les législateurs, que l'Assemblée nationale travaillent forcément sur cette loi, qu'ils comment on appelle ça, qu'ils enlèvent tout ce qui est problème, qu'ils enlèvent polémique, qu'ils enlèvent tout ce qui est polémique dedans et qu'ils nous offrent une loi vraiment potable. Tu as finalement rejoint. Non, vraiment potable. Mais je n'enlève pas le sens, l'existence, l'essence même de la loi. Je n'enlève pas ça. Ça dit quoi? Merci. Empêcher surtout la crise et donner des conseils. Merci. Monsieur, il prend fin ce plateau. Ce dimanche 9 novembre 2025, vous les avez suivis sur ce plateau Henri Yamode, qui est le rédacteur en chef de la radio Tado. Ici, vous avez suivi ces analyses sur les différentes questions que nous avons abordées sur ce plateau aujourd'hui. Merci d'avoir préparé ici, Henri. C'est moi. Merci pour votre disponibilité. Modeste Dossouf, directeur de B24 News. Merci à vous aussi pour vos analyses présentes sur ce plateau. Moubarak Asomolo, merci à vous aussi depuis le meilleur. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau. Véritablement, tout de suite, nous allons laisser le plateau à Angèle Toboula qui reprend le contrôle pour installer le plateau de duel. Rappelons que nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, le site, la page Facebook, c'est ETélé en direct, c'est notre compte X, ETélé en live. Notre chaîne YouTube, c'est ETélé Bénin, sans oublier l'application iOS et Android. C'est à télécharger gratuitement, ETélé tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.